Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. Here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace édition du 29 septembre 2024. Bienvenue tout le monde à l'émission. Une fois de plus, c'est un plaisir de vous recevoir à cette dernière édition du mois de septembre, donc qui aura passé en flèche. Mais inquiétez-vous pas, ce sont juste des bonnes choses qui arrivent. Comme à l'habitude, je suis accompagné de Pierre-Olivier Poulain et Félix Forget dans les deux coins. Et bien sûr, je serai là à la barre de l'émission moi-même, Emilio Constanza. Les gars, j'ai parlé du fait que le mois de septembre termine et octobre arrive à grands pas. Et là, ça va être véritablement le retour à la normale alors qu'on va entamer les saisons régulières du basketball de la NBA et du hockey de la Ligue nationale de hockey. J'espère que vous avez été satisfait de ce que vous avez vu jusqu'à présent des Canadiens de Montréal, de Lane Hudson qu'on a parlé il y a quelques semaines à l'émission, de voir sa progression en flèche. Là, on commence un peu l'émission de manière maussade parce que vous êtes sûrement au courant, puis on sait très bien c'est l'une des raisons pour laquelle vous êtes ici. Mais dans un match du samedi soir entre les Canadiens et les Maple Leafs, Patrik Laine est tombé au combat. Et ça tombe bien parce que sur place, on avait notre correspondant officiel à la Triple Menace, Félix Forget, qui était là et qui a tout vu de ses yeux. Alors Félix, juste avant, là, il faut vraiment que je sache, là, au moment que c'est arrivé, qu'est-ce qui passe à travers ta tête et les partisans qui sont autour de toi? Je pense que ce qui est passé à travers ma tête puis à travers celle de tout le monde, c'est pas pour vrai. Tu sais, t'es quasiment dans le déni. Tu dis c'est impossible que ce gars-là, tu sais, on vient d'aller le chercher en grande pompe. C'est pas être un gros attaquant, il est supposé aider à relancer cette équipe-là. Puis tu le vois tomber, tu le vois se tordre de douleur, se tenir le genou, tu te dis ça se peut pas. Ça se peut juste pas qu'il soit blessé comme ça, que sa saison soit déjà en péril et tout. Ça a été. Honnêtement, c'était horrible. Puis je pense qu'on l'a senti dans tout le Centre Bell à ce moment-là. Il y a vraiment eu un cœur brisé collectif, si je peux dire comme ça. Tu sais, tout le monde a vraiment été dévasté par cette blessure-là parce que, tu sais, on l'a vu, Patrik Laine qui s'est battu tellement fort pour revenir cette année, était content d'arriver à Montréal pour avoir un peu ce nouveau départ-là. Et là, tu sais, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il va avoir évité le pire et tout, mais je pense que c'est légitime d'avoir des raisons d'être inquiet pour son état de santé. Mais clairement, tu sais, puis dans le Centre Bell, ça se sentait... Tout le monde était dévasté par ce qui se passait là. Tout le monde espérait que ce soit moins pire qu'on le pensait, mais quand on l'a vu sortir, être incapable de mettre le moindre poids sur sa jambe, man, honnêtement, c'était difficile à regarder. C'était vraiment difficile à regarder. Puis Félix, Pop, c'est tellement difficile de rester optimiste par rapport à cette blessure-là parce que lorsqu'on voit la reprise, bien sûr, s'il y a des gens qui encore aujourd'hui n'ont pas vu de quoi avait l'air le jeu, ben c'est simplement Laine qui tente un faufilage en zone offensive et Cédric Paré des Maple Leafs de Toronto sort visiblement le genou afin de faire contact ou même ralentir Laine, qu'importe l'intention. Puis, tu sais, je repense à quand on a parlé l'année passée d'une blessure à Nick Chubb, sa blessure au genou. Un genou n'est pas supposé s'incliner de ce côté-là. Puis Félix a amené un super bon point, Pop. Tu sais, on pense pas maintenant à Patrik Laine, le joueur, mais on pense à Patrik Laine, la personne qui revient de si loin avec ses problèmes de santé mentale. Et puis là, on a cette blessure-là. C'est sûr que c'est difficile. Là. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est on le voyait dans les jours précédents, on voyait beaucoup un Patrik Laine sur la patinoire. Pas, je dirais, irrité ou impatient, mais on voyait une certaine frustration par le fait que le gars avait de la rouille à chasser. Tu sais, veut pas, après aussi longtemps absent de la glace, dans un contexte de match, que ce soit pré-saison ou saison régulière, même en entraînement, tu le voyais, il prenait des exercices de tir,
ça allait pas comme il voulait. Puis, tu sais, on voyait des signes de frustration des fois à l'entraînement, ce qui est tout à fait correct. C'est pas un reproche ou whatever. Mais tu sentais que des signes que Patrick Laine n'était pas encore à 100%, ou du moins selon ses standards à lui. Et moi, là, ce qui m'inquiète avec cette blessure-là, c'est que peut-être que ça va être la chose qui va empêcher, à long terme, d'empêcher Patrick Laine de revenir au type de joueur qu'il était. Son tir va être encore super bon, mais est-ce que ses qualités de patineur à long terme, avec le Canadien ou que ce soit dans une autre équipe dans quelques années, on n'aura peut-être pas on trouvera peut-être pas le niveau du gars qui a été repêché 2e en 2016. Et probablement, c'est ça qui est inquiétant. Mais c'est énormément frustrant. Pour la personne, c'est énormément frustrant. Et comme partisan, ça fait 2 ans qu'on encaisse blessure après blessure, puis après grosse blessure. Puis c'est pas juste des gars... ces blessures-là, c'est juste... Ça arrive juste à des gars sur le top 6. Il y a 2 ans, il y a Juraj Slafkovský, il y a Cole Caulfield qui a eu son opération à l'épaule. L'année passée, on a eu Kirby Dach, on sait il n'a même pas fini la 2e rencontre de la saison. Sa saison était terminée. Il y a Alex Newhook aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un méchant bout l'année passée qui a manqué de l'action. À la défense, David Savard, ça a été la même affaire. À Montréal, depuis 3 ans, les blessures, ce n'est rien que des joueurs importants. Oui, OK, il y a peut-être des joueurs de soutien qui ont souffert à travers ça, mais on n'est pas capable d'avoir un top 6 qui peut rester en santé, à l'exception de Nick Suzuki. Et là, tu sais, on parle de Patrick Laine, mais il ne faut pas oublier que David Rambacker a quitté le match quelques minutes avant ce qui s'est passé avec Patrick Laine. Et Dieu sait qu'on a peut-être évité le pire quand Juraj Slafkovský a décidé de dropper les gants du match contre les Leafs. Sur le coup de l'émotion, OK, mais on peut s'entendre que c'était pas intelligent. Et Dieu merci encore pour Arber Xhekaj qui ne sera vraisemblablement pas suspendu. Parce que même si sur le coup de l'émotion, j'ai aimé ça qu'on ait une réplique sur Cédric Paré, la façon dont ça s'est fait, c'est inacceptable. J'avais l'impression de revivre un peu ce que Steve Moore a reçu de la part de Todd Bertuzzi il y a à peu près une 20aine d'années, à plus petite échelle. Mais il y avait des chaises de ça, puis ça, je pense que c'était pas la bonne chose à faire pour Arber Xhekaj. Mais moi, j'ai juste envie de dire, le 7 octobre, si je suis Austin Matthews, je traverse pas la ligne centrale de la patinoire. Non, définitivement. Sans une milliseconde de baisse en temps. Puis en plus, tu sais, Pop, tu parles de justement l'action de Xhekaj. Comment je dirais ça de manière propre? Oui! Cédric Paré n'a pas été puni pour le geste. Ouais. Puis tu dis, les joueurs se sont fait justice. Puis tu le dis, Pop, c'est inacceptable. Puis je suis d'accord. C'est pas. Évidemment, je pense que Paré, il fallait que s'attende à avoir une réponse. Je pense que c'était prévisible. Puis évidemment que Xhekaj allait s'occuper de ça. Puis allait se mettre le nez là-dedans. Puis tout. Mais comment ça s'est fait, c'est pas la bonne façon de le faire. Je pense que on s'entend tous là-dessus. Mais encore là, c'était juste laid. Tout était laid de ça. Le geste initial était laid. La réponse était laide. Puis oui, tout le match était laid. Tout le match était laid, surtout pour un match pré-saison de la sorte. Sérieusement, j'avais l'impression de retourner dans Slapshot puis de voir une game avec les frères Henson. C'était à ce point-là. C'était d'un ridicule pour un match de pré-saison qui veut rien dire. On le répète, ça ne veut rien dire, ces matchs-là. Puis on a vu, il y a même des joueurs des Maple Leafs qui se sont essayés un peu physiquement sur Lane Hutson aussi. C'était pas beau. C'était vraiment juste pas beau, ce match-là. Perdre l'année, perdre le score final, on s'en fout. Sérieusement, il a perdu d'un. On peut pas plus s'en foutre. C'est tellement insignifiant. Je te dirais, je t'aurais dit que même sans les blessures, on s'en serait contre. Non, c'est ça, on s'en fout complètement. Puis c'est sûr qu'il y a des gars comme Lane Hutson qui ont un bon match et tout dans tout ça, mais puis d'ailleurs, Lucas Condotta qui s'est ramassé à jouer à défense parce qu'il y avait juste 4 défenseurs, ça prenait comme un 5e pour aider. Il s'est ramassé un peu à jouer à défense. Puis il y a eu des beaux moments dans ce match-là, mais c'est tellement difficile de se concentrer là-dessus. Non, c'est ça. Hey, hier, les gars, j'étais au restaurant pendant que le match est commencé. Fait que j'ai manqué, mettons, la première période et demie du match. Puis, j'arrive chez nous, je suis dans ma voiture, je ne regardais pas mes notifications, mes messages. Et puis là, c'est là que j'ai appris
les blessures à Patrick Laine et David Reinbacher. Puis j'ai vu le jeu, puis j'étais juste dans mon char, je regardais le vide, puis on est rendu là déjà. T'sais, la saison en tant que telle n'est pas commencée. Je rentre chez nous, mon beau-père était foiré sur le sofa, entre la vie et la mort. Je suis comme, tu sais que la saison n'est pas encore commencée. Hein, puis ça en dit juste long, puis ça m'amène maintenant au sujet des matchs préparatoires maintenant au hockey. Quelles en sont leurs utilités? Parce que là, on vient de parler de Patrick Laine et David Reinbacher. Vous ne me direz pas non plus que les Kings de Los Angeles sont très contents de voir ce qui est arrivé à Drew Doughty non plus. Là. Puis, écoute, il y a... je vais rester un peu au Canadien. Tu as Kaelan Goulet qui a manqué un bon chunk de la pré-saison pour s'être enlevé l'appendice. Merci. L'appendicite, je pense qu'il y a aussi John Gibson du côté des Ducks aussi qui s'est blessé un peu. Puis, c'est une appendicite aussi. Les deux ont la même affaire. Fair, I guess. Peut-être que c'est contagieux. Mais tu sais, on parle beaucoup de Montréal, mais je me mets dans la peau des fans des Maple Leafs qui ont dû avoir peur quand William Nylander a tombé à cause de la poussée de Nick Robertson. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il essayait de faire avec ça. Et même Austin Matthews aussi qui a subi une petite blessure durant le calendrier préparatoire. Donc, est-ce que dans 2 ans, quand la convention collective va être réouverte dans 2 ans, je pense qu'on vient peut-être de rajouter un nouveau sujet qui va être à la table des négociations dans 2 ans. Là. Je pense qu'il s'en prend moins. Je pense que ça, c'est indéniable que. Là, je ne me trompe pas, le Canadien en joue 7 cette année des matchs pré-saison. C'est long. C'est long, 7 matchs pré-saison. Puis c'est qu'il faut que tu habilles des gars pour ces 7 matchs-là. Fait que, tu sais, évidemment, tu ne veux pas qu'un gars comme Nick Suzuki joue 7 matchs de pré-saison parce que, bien évidemment, tu le veux pour tes 82 matchs de saison régulière. Puis peut-être éventuellement des séries si tu te rends là. Fait qu'évidemment, tu ne veux pas que Nick Suzuki joue 7 matchs. Fait que ça te prend quelqu'un d'autre pour remplir son chandail. Fait que c'est là que tu te ramasses avec des gars de la Ligue américaine ou même peut-être des gars de la Ligue de la East Coast qui embarquent. Fait que là, tu arrives, puis c'est sûr que ces gars-là vont vouloir se faire un nom. Puis que je suis pas là pour dire si est-ce que Cédric Paré avait cette intention-là ou non hier. C'est pas ma place de déterminer ça, puis je pense qu'on n'aura jamais la vraie réponse à ça. Mais que ce soit arrivé, c'est tellement malheureux, puis tu regardes ça, tu te dis c'est tellement quelque chose qui n'aurait pas été évitable. Tu sais pas que tu l'as dit, Laine voulait chasser de la rouille, puis on le voyait être frustré de ça. Ça l'a pas aidé hier. Il n'y a aucune rouille qui a été chassée, puis il voulait un nouveau départ, puis clairement, mais c'est tellement ridicule que cette situation-là va peut-être le priver d'une saison complète, ou en tout cas, je pense qu'on s'attend tous à au moins une bonne partie de la saison dans le meilleur des cas. Grand minimum Noël. Grand minimum, c'est dans le meilleur des mondes. J'ai vu Jordan Love se sauter le genou puis revenir 2 semaines après, là, mais je ne m'attends pas vraiment à ça. J'essaie de rester optimiste, mais j'y crois pas vraiment. Là. C'est tellement triste. Puis c'est trop cette match. C'est trop. Puis je pense qu'il faut peut-être le changer, trouver d'autres alternatives, peut-être des matchs plus intra-équipe pour éviter ça. Est-ce que ça réglerait le problème? Puis il y a peut-être des équipes, je pense, le Centre Bell hier était rempli, puis tu dis peut-être qu'on veut justement ces revenus-là de match pré-saison, mais si tu fais la même affaire mais avec un match entre équipes, peut-être que ça change un peu. Ton gars de la Ligue américaine ne voudra pas blesser ton gars de la Ligue nationale. En tout cas, j'ose espérer que ton gars de la Ligue américaine ne voudra pas blesser une vedette de la LNH. Là, fait que, je sais pas, j'essaie de penser à ça. Peut-être qu'il y a une alternative à trouver là, mais tu descends à 4, 5, ça a déjà plus d'allure, me semble. Je sais pas. La NFL le fait, ben c'est non. Il ne faut pas oublier quand même que le hockey n'est pas non plus le sport. C'est pas l'option numéro 1 pour rester en santé. Pareil avec le football, mais pendant ce temps-là, au football, on essaie de discuter pour avoir un 18e match de saison régulière, par contre. Donc là, c'est les prochaines négociations du contrat d'entente collective entre la Ligue nationale et l'association des joueurs va être un Christie de bordel. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, c'est vraiment poche qu'on soit déjà rendu là à devoir déjà parler de blessures chez le Canadien. Surtout dans le cas de Patrick Laine qui... On s'attendait à ce qu'il fasse le club. Je veux dire, il était là pour ça. David Reinbacher, David Reinbacher, on n'était pas trop sûr si on parlait peut-être de Laval, on parle de Montréal. Pour ce qui est de l'année, c'est extrêmement tough à voir. Puis j'espère en tant que tel que la blessure en soi ne soit pas trop énorme. Puis qu'on soit en mesure aussi
de rester en santé. Puis je vais rebondir vite sur Baker. On parle de Laine qui allait jouer à Montréal. Baker, c'est probablement Laval qui l'attend. C'est dommage pour Laine, évidemment, parce que c'est un gros morceau de l'équipe à Montréal. On voyait comme un gros morceau d'équipe à Montréal. David Reinbacker doit jouer des matchs. Il faut que ça arrive pour son développement, il faut que ça se fasse. Pas juste des matchs en Amérique du Nord. Des matchs en Amérique du Nord. Il faut qu'il s'habitue à cette glace-là, à ce style-là. Puis s'il manque une longue période, s'il manque plusieurs mois, c'est terrible pour lui aussi. C'est pas, on va moins le ressentir à Montréal dans l'immédiat qu'on ressentirait l'absence de Patrick Laine, mais c'est terrible aussi pour le futur de l'organisation si Reinbacker s'absente longtemps. Là, on le vu en pré-saison, il y a eu des bons moments quand même, pas toujours facile, mais pour un gars qui s'habitue à un style de jeu qui est complètement différent, il y avait quand même des bons petits moments dans tout ça, mais si lui aussi s'absente pour une longue période, peut-être même une saison, parce qu'il était vraiment en douleur lui aussi. Il a réussi à revenir par lui-même au banc, mais c'était en grande, grande douleur. Si lui aussi, il faut qu'il s'absente longtemps, c'est pas mieux pour l'avenir de l'organisation, vraiment pas. Techniquement, Kirby Dach aussi est revenu par lui-même au banc l'année passée. Je fais juste dire ça de même. Mais moi, je voudrais tellement la réserve de karma de Josh Anderson, parce que peu importe ce qui arrive dans cette équipe-là, et peu importe, Josh Anderson va toujours trouver le moyen d'être sur le top 6. Et c'est probablement ça qui va arriver avec la blessure de Patrick Laine. Ce gars-là ne quittera jamais le top 6 de ma sainte vie. Tant aussi longtemps qu'il va à Montréal, il va trouver le moyen de jouer sa deuxième ligne. Ça n'a aucun sens. Juste avant qu'on passe au prochain sujet, j'ai tellement trouvé ça drôle. C'était le premier match de ce calendrier préparatoire. Puis tu as Josh Anderson en 2 contre 1 qui manque le filet complètement ouvert. Puis je pense que c'est Pierrot à l'analyse qui fait « Hey, Josh Anderson qui rate le filet. » Je suis comme « Oh, déjà en forme de mi-saison. » We're so fucking back. Okay, Josh Anderson manque des bullets, puis tous les gros joueurs sont blessés, je vous ai. Comme quoi c'est difficile d'avoir de quoi de nice à Montréal ces jours-ci, mais bon. Comme quoi le temps est une boucle qui se répète tout le temps, parce que c'est l'histoire des 4 dernières années à Montréal. Absolument. Les gars, on va passer au baseball parce que, bon, là, c'est un petit peu spécial ce qui se passe en ce moment pour les gens à la maison. Là. En soi, la saison régulière du baseball devait se terminer ce dimanche, le jour du Seigneur, qui l'eût cru. Mais si ce n'était pas d'une météo absolument horrible qui a frappé le sud de la frontière dernièrement, c'est ça, on aurait terminé ça aujourd'hui. Finalement, ça va se terminer un lundi, mais Félix, ça va être du fucking cinéma. Oui, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nationale, c'est un peu le bordel. Parce que théoriquement, la saison régulière est supposée se terminer aujourd'hui. 28 des 30 équipes ont terminé leur calendrier régulier. Mais même à ça, il reste 2 places en série dans la nationale qui ne sont pas déterminées. Il y a encore 2 billets pour les séries dans la nationale qui ne sont pas déterminés. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, lundi, qui est probablement la journée où vous allez écouter ça, il y a 2 matchs qui vont jouer à partir de 13h en après-midi entre les Mets et les Braves du côté de New York. Là, il y a quelques scénarios possibles, mais très concrètement, ça ressemble à ça. Ces 2 matchs-là, s'ils sont remportés par la même équipe, donc imaginons que les Braves gagnent les 2 matchs, les Braves seront en série et les Diamondbacks seront en série. Si les Mets gagnent les 2 matchs, même principe, les Mets seront en série et les Diamondbacks seront en série. Mais pourquoi les Diamondbacks ne sont pas assurés d'être en série? Parce que si les Mets gagnent un match et que les Braves gagnent un autre match, ce sont les Mets et les Braves qui entrent en série et les Diamondbacks qui sont exclus. Donc, Mio, je pense que tu as déjà vécu un peu la situation des partisans des Diamondbacks il y a quelques années quand un dimanche soir de dernière semaine de saison régulière de la NFL, les Raiders et les Chargers ont joué un match qui, si ce match-là terminait en match nul, c'est la seule façon que les Steelers seraient éliminés et que les 2 équipes allaient se rendre en série. Et il n'y avait pas passé proche aussi. Ça se fait à une prolongation. Les gars, une prolongation. J'avais fait référence à ça il y a quelques semaines quand je parlais de Derek Carr, légende des Steelers de Pittsburgh. J'ai oublié de donner un peu le contexte. Mon erreur, mais le voici d'ailleurs le contexte que Félix vient de donner. Donc, c'était justement ce match entre les Raiders et les Chargers, alors que Derek Carr était encore membre des Raiders. Les Raiders, pour eux, étaient pas mal assurés de rentrer dans les séries éliminatoires parce que c'était seulement un match nul ou une victoire. Et pour ce qui était des Chargers, une victoire ou un match nul et rentrer en séries éliminatoires. Puis, ils jouaient contre durant cette dernière semaine d'activité. Et c'était à match nul
que Derek Carr, on le voit regarder le tableau et juste demander un temps mort afin de marquer un 3 points de la victoire et les Steelers rentrent dans les séries alors qu'ils n'avaient rien à faire. Mais oui, en effet. Les Chargers venaient de prendre le time-out avant, ça avait énervé les Raiders, fait qu'ils avaient fait, tu sais quoi, on va les éliminer pendant qu'ils sont devant nous. Ben ça avait été assez chaotique cette année-là, puis c'est un peu le même principe qu'on a dans la MLB cette année dans la nationale, donc comment les deux équipes vont gérer ça demain, ça va être super intéressant à regarder, parce que, tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces deux équipes-là, font le voyage vers New York pour jouer ces deux matchs-là du côté du stade des Mets, mais mardi, ils doivent jouer dans l'Ouest. Ils vont jouer contre les Padres et ils vont jouer contre, je crois, les Brewers. Est-ce que je me trompe pas? C'est les Brewers qui vont accueillir les Brewers, je pense que c'est oui, les Brewers. Non, c'est les Brewers contre justement l'équipe qui, dans le fond, la 6e tête de série qui va se décider la dernière place, à savoir les Diamondbacks et ou les Mets ou les Braves. Ouais, ça va être les Brewers de Milwaukee, puis après ça, les Padres vont jouer. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que ces deux matchs-là doivent être joués demain. Et mardi, ces deux équipes-là doivent faire le voyage pour aller affronter leur adversaire respectif. Et là, tu ne veux pas brûler tes meilleurs lanceurs pour pouvoir les garder pour la série de 3 matchs qui a lieu de mardi à jeudi. Fait que là, ça devient super intéressant. Est-ce que tu t'arranges peut-être avec l'autre équipe pour dire, gars, on en gagne une, vous en gagnez une? Est-ce que tu essaies de déclarer forfait? Je pense que la MLB dirait non. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est que ça reste deux rivaux de division. Je pense pas que si les Mets gagnent le premier match, ils vont laisser les Braves rentrer en séries éliminatoires pour... Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Et là, je regarde un peu ce qui est annoncé pour les matchs de demain. On a Spencer Strider qui va lancer le premier match. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le deuxième match, c'est Chris Sale qui sera au Monticule. C'est déjà annoncé que ce sera Chris Sale, le meilleur lanceur des majeurs cette saison, pas juste de la Ligue nationale, mais vraiment des majeurs grands complets, va lancer le deuxième match. Ça fait mal un peu à ton cœur de partisan des Red Sox? Ça fait mal, mais sacrément je suis content pour Chris Sale qui va, enfin gagner son Cy Young et 2, peut rester en santé, malgré le fait qu'il soit plus tout jeune quand même, à 35 ans. Mais là, s'il fait en sorte que les Braves doivent utiliser ce deuxième match-là pour se qualifier en série, les Padres de San Diego sont morts de rire parce qu'ils savent qu'ils vont probablement éviter Chris Sale peut-être pour le 2-3, peut-être auront juste à l'affronter pour le troisième match. Donc déjà là, les Padres viennent de s'acquérir un gros avantage, surtout dans une équipe qui n'a pas Spencer Strider depuis le début de la saison. Ouais. J'ai hâte de voir qui va lancer pour les Mets, par exemple. Ce n'est pas encore annoncé pour l'instant. Mais je sais que David Peterson vient de lancer un gem de 7 manches contre les Brewers pour garder les espoirs en vie. J'ai hâte de voir. Je pense pour les Mets, mais je ne sais pas pour toi, Félix, en tant que général de propagande des Diamondbacks de l'Arizona, qui, malgré le fait qu'ils ont la meilleure attaque de la saison, tout comme les Mets, n'ont jamais été capables de clutcher quand il fallait. Puis ce qui complique beaucoup les choses pour demain, si tu parlais des deux lanceurs des Braves, si les Mets gagnent le premier match, ils sont qualifiés. Si eux autres sont corrects, ce serait les Braves qui se feraient sortir. Après ça, ce serait le deuxième match que les Braves joueraient pour leur survie. Les Braves doivent gagner les 2 matchs pour être assurés d'une place en série. C'est ça qui complique un peu les choses. Fait que si les Mets gagnent le premier match, c'est sûr que là, on va régler le problème, puis on va envoyer n'importe qui. On se fout un peu de qui va rentrer dans ce deuxième match, de qui va lancer ce deuxième match-là, parce qu'on va se foutre un peu de ce deuxième match-là. Les Braves ont besoin de leurs deux lanceurs. Et c'est drôle aujourd'hui parce que les Padres jouaient contre les Diamondbacks, mais eux autres pensaient à Atlanta. Fait que les autres se sont dit, tu sais quoi, ils menaient contre les Diamondbacks et ils se sont dit, tu sais quoi, on va peut-être se ranger pour perdre ce match-là. On a fini par le perdre pour donner une chance aux Diamondbacks de rester en vie et forcer les Braves à peut-être brûler la cartouche Chris Sale demain. Fait que là, ça met beaucoup de pression sur les épaules des Braves. Puis parce que les Padres avaient tout avantage à ce que les Diamondbacks gagnent aujourd'hui. Si les Diamondbacks perdaient aujourd'hui, ils étaient éliminés de la course aux séries. Il n'y aurait pas eu ces 2 matchs-là joués demain. Donc, il y a beaucoup de petites affaires. Puis vraiment, la météo est venue toute compliquée parce que sinon, on n'aurait jamais eu ce problème-là. Il n'y aurait jamais eu de match qui aurait été joué demain. Ça aurait été tout joué mercredi, jeudi. C'est ces 2 matchs-là qui ont été annulés. Fait que c'est vraiment complexe ce qui se passe. Puis c'est super intéressant de voir comment les équipes naviguent un peu à travers tout ça parce que
c'est vraiment, vraiment spécial. Puis la météo a vraiment ajouté une petite twist de fin de saison dans cette course-là qui, finalement, aura duré jusqu'à la dernière journée de la saison, plus 1. Elle n'aura pas été réglée à la dernière journée de la saison régulière, puis ça a été une course à finir depuis des mois et des mois. Fait que on verra comment ça va changer, ce qui va se passer. Puis pendant ce temps-là, dans l'américaine, les Tigers de Détroit sont en playoff. Les Royals aussi. Les deux équipes avec mais les Royals sont le savés depuis quasiment le mois c'est vrai, de juillet. Les Tigers de Détroit, il y a 6 semaines, on parlait peut-être de la fin de la période des échanges ou peut-être ce qu'on allait surveiller dans le dernier tiers de la saison. Il y a 6 semaines, les Tigers de Détroit avaient une chance sur 500 de faire les séries éliminatoires. C'est malade comme ça. Puis écoute, Pop, tu me diras ce que tu en penses. J'en parlais avec Sébastien Berroir qu'on a reçu sur le podcast avec Passion MLB ici. Moi, les Tigers de Détroit en 2024 me font beaucoup penser aux Diamondbacks de l'Arizona en 2023. Ouh. C'est le même genre d'équipe que tu regardes, tu dis, peut-être pas la plus talentueuse, mais il ne meurt pas. Il ne meurt jamais. T'sais. L'année passée, c'était les Answerbacks avec les Diamondbacks. Puis là, cette année, les Tigers ont pris un peu le dicton, pas le dicton, là, mais juste le motto en anglais, là, des gritty tigres, là, les tigres un peu qui ont du grit, qui ne lâchent jamais. Là. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Puis c'est hâte de voir une équipe comme ça qui était laissée pour morte, qui a échangé Jack Fleury, qui était le meilleur lanceur disponible à la date limite des transactions. Et tu te dis, une chance qu'on a juste échangé Fleury parce que si on avait échangé Tariq Skubal, on n'aurait jamais fait les séries à Détroit. Finalement, on a décidé de le garder puis ça nous aurait apporté une place en série. C'est vraiment cool pour les Tigers. Je suis content pour eux parce que ça fait longtemps qu'on était dans cette disette-là de ne pas être en série. Fait que si on peut y retourner. C'est dommage, par exemple, que ça arrive après que Miguel Cabrera soit parti. Ça aurait été le fun qu'il soit là pour le retour en série. Mais ça fait partie de la game. Au moins, tu vois, pour les Royals, Salvador Perez a eu le temps de revoir l'équipe revenir en série. Ouais. C'est quand même cool pour ça. Fait que bravo à ces deux équipes-là qui, avant le début de la saison, n'étaient peut-être pas parmi les favorites. Et contre toute attente, on a 3 équipes de la centrale de l'américaine qui étaient vues comme une division épouvantable en série cette année. J'aimais les Royals. Jamais j'aurais pensé que les Tigers allaient faire les séries. Bravo à ces deux équipes-là. Puis les Twins, épouvantable comme s'écrouler en fin de saison, même on vous oublie pas. C'est pathétique les Twins qui se sont écroulés de même. Puis je suis un peu déçu parce que les Twins, c'est toute la petite victoire facile des Yankees en série. Fait que je suis un peu triste qu'on puisse avoir cette série-là facile. Officiellement, les Yankees vont avoir le bail, ils vont se faire sortir en série de division. C'est des bonnes chances, hein, parce que les Yankees vont jouer contre le gagnant de la série entre les Orioles et les Royals, je crois, parce que ce ne sera pas les Tigers. C'est les Orioles ou parce que les Tigers vont pogner contre les Astros et l'histoire qui va être le fun, c'est que AJ Hinch, le gérant des Tigers de Détroit, était le gérant des Astros lors de la fameuse saison 2017, de toute la séquence de cette dynastie des Astros jusqu'à il y a à peu près 2 ans, je pense, à peu près, qui est rendu à Détroit. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Certainement pas un événement scandaleux qui est arrivé en lien avec cette saison-là. Oh, je sais juste qu'Aroldis Chapman il a donné un circuit aux Altuve. Oh, arrête! C'est 2019, c'est 2019, arrête! OK, c'est correct. Au moins, je peux le plugger là-dessus. Mais les Twins, j'en reviens pas. Il y a quelques semaines, j'étais tellement en sacrement contre eux autres parce qu'ils gagnaient tout le temps quand les Red Sox gagnaient. Et je regardais ça. Ils jouaient-tu contre les Marlins cette semaine? Puis à un moment donné, ils étaient en manche supplémentaire, puis ils ont tenté un bon, puis il y a quelqu'un qui s'est endormi entre le 2 et le 3. Ça a fait un double jeu là-dessus. C'est juste le symbole de comment cette saison-là finit pour les Twins du Minnesota. J'ai juste pas le mot. On a passé peut-être à quelques victoires d'avoir 4 équipes de la centrale. Une division que l'année passée, on parlait peut-être de une des pires divisions de l'histoire de la MLB. Et juste en train de me dire, si les White Sox, c'était juste un peu potable. C'est ça que ça fait jouer dans une division avec une équipe qui vient de battre le record moderne pour le plus de défaites en une saison avec 121 défaites. C'est ça que ça fait jouer avec ça parce que ça fait c'est tellement de victoires faciles. De victoires faciles. Parce que je pense, si je ne me trompe pas, les Royals sont une équipe en bas de 500 si tu enlèves les matchs. Si tu enlèves les matchs joués contre les White Sox. Les Twins, c'est épouvantable à quel point ils sont en bas de 500.
Les Twins, le gros de leur victoire cette année, sont arrivés contre les White Sox. C'est épouvantable. Enfin, c'est des buy rounds. Ouais. Pendant ce temps-là, Mio doit voir les Blue Jays se faire massacrer dans une division tellement... Écoute, Bob. La meilleure chose qui peut arriver à la saison des Blue Jays, c'est la fin du calendrier de la saison régulière. Mais autant que je me sens mal pour mes Blue Jays, je me sens encore plus mal pour les gens à Oakland qui, encore une fois, doivent perdre une franchise professionnelle aux mains d'une ville plus riche, une ville plus aisée. On a perdu les Warriors pour aller de l'autre côté à San Francisco. Chose que maintenant les gens d'Oakland ont perdu. Les gens d'Oakland ont perdu les Raiders. Tu sais, l'identité des Raiders était tellement propre à Oakland, au nord de la Californie, à cette partie justement de cette communauté, comment je pourrais dire ça, cette communauté plus tissée d'Oakland. Et puis là, on vient de perdre les Aces cette semaine pour, encore une fois, le côté Las Vegas. Tu sais, tu passes d'un marché, comme j'ai écrit avec les Raiders, les gars, là, très gritty, OK? On est fiers, on travaille fort pour le marché de Las Vegas qui est un marché événementiel. C'est pas un... Tu sais, je disais ça un peu aussi avec le hockey aussi, là, mais tu sais, le hockey, oui, on parle de 82 fois par saison. Est-ce qu'on croit vraiment que les Aces seront capables... Puis là, tu sais, je sais, c'est dans 2 ans. Là, on va quand même être à Sacramento entre-temps, mais tout ça dans le but final d'aller à Las Vegas. Est-ce qu'on croit vraiment en la possibilité d'établir une base de partisans constante pour 162, mettons, on va dire 82 soirs d'une saison à Las Vegas? Moi, j'ai été jusqu'à la dernière seconde que les Golden Knights de Vegas sont arrivés dans la Ligue nationale. J'étais le gars le plus sceptique sur la planète. Jusqu'à temps que les Golden Knights me prouvent que Las Vegas est un vrai marché de sport potable. Mais en même temps, tu regardes du côté de Los Angeles, la NFL n'a jamais été capable. La almighty puissante NFL n'a jamais été capable de percer Los Angeles. La semaine passée, c'était quoi? C'était les 49ers puis les Rams qui jouaient contre à SoFi Stadium. Le stade était rouge. Il n'y avait aucune once de bleu dans les estrades. Et là, tu te dis, ça peut être un bord ou de l'autre. J'ai envie de croire à Las Vegas pour le baseball. Je me dis que si New York est capable... Bon, OK, Las Vegas n'est pas New York en tant que tel, mais New York a 2 équipes quasiment dans toutes les ligues qui peuvent se faire, puis ils réussissent à bien faire de ce côté-là. Mais Oakland est parti, certes, mais ce qu'on retiendra, c'est comment ils sont partis. Parce que John Fisher et les 29 autres propriétaires du baseball majeur ont le sang de Oakland dans les mains parce que tout le monde est complice là-dedans. Et je vais reprendre ce que Jeff Passan a tweeté cette semaine. Laissez pas les propriétaires essayer de spin de ce départ-là pour essayer d'amadouer ça. Non. Les propriétaires n'avaient aucune envie de rester à Oakland et n'ont aucune sympathie pour le partisan de baseball. Moi, je regardais ça cette semaine, surtout le dernier match au Colisée d'Oakland. Puis je voyais sur les médias sociaux des edits du match du dernier out sur la musique de fond de Moneyball. Ouf! Man! Puis ça m'a hit dans les sentiments. C'est la même histoire que quand les Expos sont partis. C'est juste un marché qui ne pouvait pas survivre dans le baseball, puis c'est tout le monde, tu sais, j'ai mon hood du cam, là, je vais sortir cette cassette-là, mais ce sont les gens en cravate, ce sont les multimilliardaires qui n'ont jamais mis les pieds dans ces communautés-là parce que, comme quoi, il n'y a pas de l'argent à faire, ils s'en calissent de la culture qu'on va établir ou qu'on a établie au baseball ou dans les autres sports. C'est juste où les signes de dollars ils sont, puis c'est juste là où ils sont et ils ne pensent qu'à ça. Puis je vais rebondir un peu là-dessus. Tu disais, est-ce qu'on va être capable de s'établir et d'aller chercher ça à Vegas? Peut-être qu'on va être capable. Peut-être qu'on va y arriver, mais il y a une histoire à Oakland. Il y a une communauté qui était là, puis c'est terrible qu'on enlève cette équipe-là à une communauté qui est... C'est une troisième équipe qu'on leur enlève. Ouais, puis je veux rien entendre de les fans ne se présentaient pas.
La façon que les fans étaient traités, là, ça aurait été scandaleux qu'on continue à se présenter. C'est épouvantable à quel point les fans d'Oakland... Un Si vous voulez voir à quel point... Un minimum d'investissement aurait fait une christie de grosse différence. Et je parle pas seulement du produit sur le terrain, mais je parle aussi des installations dans lesquelles vous installez les partisans avec des bancs qui tombent en ruine. C'est ridicule. Le stade est en train de tomber en ruine. Puis quand John Fisher a acheté l'équipe, Eric Chavez était le plus gros contrat. Ça avait été signé dans les années 90, peut-être début des années 2000, je ne me souviens plus exactement. C'était le plus gros contrat qui avait été signé dans l'histoire des A's d'Oakland pour un joueur autonome. C'est encore aujourd'hui le plus gros contrat qui a jamais été signé. Il n'a jamais investi dans cette équipe-là. Chaque fois qu'un joueur était dû pour être payé, il l'échangeait. Puis c'est tellement dommage. Puis les A's d'Oakland, c'est pas une équipe insignifiante dans l'histoire du baseball. C'est une grande équipe. Ça a eu des grands joueurs, ça a eu un grand passé et tout. C'est terrible qu'on leur retire ça. Puis tu sais quoi, peut-être qu'on va créer une communauté à Vegas, mais ce sera jamais la communauté. Oh, ça va tellement être artificiel. Je suis désolé. C'est ça, ça va être beaucoup plus artificiel que ce qu'on a. C'est un super bon mot. C'est tellement. Il y avait un lien entre les A's et la communauté d'Oakland qui était tellement fort. Puis le fait qu'on l'ait. C'est terrible. C'est intéressant parce que tout le monde veut copier ce que les Aces de Las Vegas et ce que les Golden Knights de Vegas ont fait parce que c'est eux, les précurseurs, qui ont fait en sorte que le marché de Las Vegas est devenu le hotspot du sport professionnel nord-américain. Ces deux histoires à succès-là ont fait en sorte que tout le monde voulait aller à Las Vegas. Par contre, les Aces, et peut-être ça je me trompe là-dessus, est une équipe d'expansion. Les Golden Knights de Vegas sont une équipe d'expansion. Ça, tu peux créer organiquement une base de partisans. Puis ça, c'est fait. Ils l'ont. C'est peut-être ça qui va faire en sorte que soit ça va devenir comme les Golden Knights de Vegas ou ça va devenir comme les Rams de Los Angeles. Si les gens vont sentir cette authenticité-là, c'est ça qui va faire en sorte que ça va marcher. Là, c'est un déménagement. J'ai hâte de voir ce que la réponse des gens, parce que je pense que ça va être ça le point de douleur. À date, les Raiders, ça semble marcher pour l'instant. En tout cas. Mais encore une fois, Pop, tu sais, Las Vegas, c'est de l'événementiel. Tu vas compétitionner en même temps qu'un début de saison de la NFL. Tu vas compétitionner avec tous ces autres événements-là. Tu vas compétitionner avec la WNBA, avec l'une des meilleures équipes du circuit. Tu sais, tu peux te présenter, mettons, grosso modo, à 8 matchs pendant une saison de football. C'est le fait que là, les Aces, on parle de peut-être 80 fois durant l'été quand tu as peut-être d'autres choses à Vegas. Écoute, peut-être que je vais avoir complètement tort parce que qui sait, peut-être que l'état majeur de l'équipe, maintenant qu'on va être à Vegas, ça va tenter peut-être d'investir un petit peu dans l'équipe. J'ai l'étrange impression que oui. J'ai l'étrange impression qu'on va vouloir payer des gros joueurs. Je sais pas, un feeling que peut-être que le même propriétaire qui n'a jamais voulu le faire en 20 ans à Oakland va soudainement avoir cette grande épiphanie où est-ce qu'il va vouloir en payer. Juste un feeling comme ça. Je lance ça. On s'en reparlera dans quelques années, là, quand l'équipe va arriver à Vegas. L'étrange impression que ça va changer. Puis, ce qui se passe avec les Aces d'Oakland, on a parlé, on peut faire des parallèles avec ce qui s'est passé avec les Expos. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quelques années, les Alouettes aussi étaient en danger de peut-être... OK, il y avait peut-être aussi la CFL au grand complet qui est en danger d'extinction. Le CF Montréal est en danger aussi en ce moment. Puis, voulez-vous une autre affaire qu'on ne parle pas assez souvent apparemment de John Fisher? Premièrement, John Fisher, c'est le fils héritier de Gap. C'est ses parents qui ont créé Gap. Fait que je pense que ce gars-là n'a pas tant besoin d'argent dans la vie. Et deuxième chose, les Earthquakes de San Jose dans la MLS sont aussi la propriété de John Fisher. Et je ne sais pas, peut-être les plus férus de la MLS vont peut-être savoir, mais prenez 2 secondes et allez voir le pouls de la population de San Jose par rapport à son équipe de soccer. C'est l'émeute. Si on pense que Joey Saputo, en ce moment, est un ennemi public numéro 1 à Montréal, allez voir ce qui se passe des Earthquakes de San Jose. C'est exactement la même chose et encore pire. On a eu des années de gloire avec Chris Wondolowski et depuis ce temps-là, c'est bas fond de classement et Dieu merci que les investissements ne sont pas là. Il ne faut pas oublier aussi les White Sox de Chicago qui viennent de survivre à la pire saison officiellement la pire saison de l'histoire du baseball moderne, et Jerry Rosendorf,
qui est l'homme d'affaires sportif le plus chanceux de l'histoire de l'humanité parce que sa carrière dépend juste du fait que les Trail Blazers de Portland n'ont pas sélectionné Michael Jordan au 2e rang en 1984. Ce gars-là vise Nashville. C'est écrit dans les médias, ce gars-là vise Nashville et on est en train de mettre la même recette que les Aces et les Expos en 2004. On est en train de démonter la culture du baseball qui, parmi les 4 grands sports nord-américains, est la culture la plus ancrée, la culture la plus conservatrice, la plus fière de ses racines, puis d'où elle provient. Puis on est en ce moment en train de détruire ça au profit de vouloir créer artificiellement une nouvelle culture. La culture ne se crée pas par un comité, la culture ne se crée pas par un déménagement dans une autre ville préétablie. C'est quelque chose qui doit être naturel, c'est quelque chose qui doit se faire tout seul. Puis en ce moment, on est en train de détruire ce produit-là. Oui, complètement d'accord. C'est sur cette montée de lait qu'on souhaite le bienvenu à la triple menace. Mais ça pour dire... les gars, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ben, c'est juste... Ça reste terrible de voir ce qui se passe à Oakland. Puis, tu sais, on parle déjà de Vegas. C'est parce qu'on s'en calisse tellement du déménagement à Sacramento parce que c'est temporaire. C'est parce qu'on sait c'est quoi le but final. Fait on parlera des Aces l'année prochaine, de Sacramento, de Las Vegas. Je ne sais même pas comment on va les qualifier l'année prochaine parce qu'on n'a même pas pensé à ça parce qu'on est déjà du côté de Las Vegas. Moi, je te jure que si les Aces changent leur couleur une fois rendus à Las Vegas, oh mon Dieu. Je me rends sur place et j'explose un nouveau stade par moi-même. Vous l'avez entendu ici en première. Les Aces d'Oakland ont tellement les meilleures couleurs du baseball majeur et leurs gilets fond vert avec des brodures de jaune là-dessus. Un peu old school, meilleur jersey de l'histoire du baseball. Meilleur jersey. Si ça peut te rassurer un petit peu, la palette de couleurs, OK, là, je suis daltonien, là, mind you, là, mais la palette de couleurs semble, et je dis bien semble, similaire à celle des Golden Knights. Il n'y a pas de vert. C'est le même pas de vert. Les Golden Knights n'ont pas du vert. Ils n'ont pas un jersey avec du vert, les Golden Knights. Ben non. Ben non. Non, mais je veux dire, je sais qu'il y a du... Ah, niaise-moi sur le casque. T'as du vert, Félix. Félix, je suis désolé, il y a du vert. Non, il n'y a pas de vert. Les Golden Knights n'ont pas de vert. Ben non. C'est quoi si c'est pas du vert? C'est or, c'est jaune or, là, tu sais. Ouais, il y a ça, mais je veux dire, le chandail à domicile, là, il crée sa majorité. Le casque est gris? Le casque n'est pas juste gris? Non, mais je parle pas du casque, je parle de l'uniforme, le chandail. Ah, il est gris. Gris, doré, puis... Ben là, c'est pas gris. Ben oui, c'est gris. Là, les gars, niaisez. Hey, ok, je sais que je suis daltonien, mais je suis pas cave non plus, là. Non, Milo, il n'y a pas de vert. Je suis désolé de la faire, mais il n'y a pas de vert. Hey, peut-être qu'il y a un troisième gilet qui m'échappe, là. Non, mais les uniformes réguliers, ils n'ont pas de vert à Las Vegas. Non, il n'y a pas... Le premier uniforme, c'était quoi? C'est ça. C'était gris puis c'était or. Il n'a pas changé, c'est toujours le même, là. Hey, c'est pas gris, ça. C'est pas genre quoi, gris pigeon? Ben, non, c'est gris. C'est... Voyons que je me style sur c'est quoi du gris. Il est gris, le chandail des Golden Knights. I'll stand on this block for a long time. si tu vois du vert et tu veux croire que c'est du vert, on va respecter ça. Ouais, parce que dans le fond, il n'y a pas qu'une seule réalité, mais chacun a sa propre réalité. Tu le saurais si tu allais à l'UQAM. C'est notion de cours. Anyways, Pop, tu as parlé quand même du marché de Las Vegas au basketball. On a eu une belle grosse nouvelle de basketball qui, encore une fois... Enlève le mot belle, reste à grosse nouvelle. Dans cette tempête qu'a été le samedi soir ou vendredi soir, en fait, de cette fin de semaine de sport, moi, je suis au resto avec des amis, OK? Je suis en train de siroter une bonne petite bière dans une bonne pinte, en train de jouer à des jeux de société, puis je sors mon sel parce que j'ai un message que je dois répondre. Et qu'est-ce que je vois qui apparaît au-dessus de mon écran? Les Timberwolves du Minnesota et les Knicks de New York s'apprêtent à compléter un échange afin de faire l'acquisition
de Karl Anthony Towns. Et puis là, je dépose mon sel après l'avoir montré à mes amis et je me dis Rudy Gobert Rudy Gobert est le centre partant des Timberwolves du Minnesota. Oui, comme c'était le cas l'an passé. On a préféré garder Rudy Gobert à Karl Anthony Towns. Je veux dire... T'aurais moins eu pour Rudy Gobert que pour Karl Anthony Towns. En effet, puis j'y pensais aussi à une prédiction qu'on avait sur Alley-Oop 360 au début de la saison dernière, puis j'ai dit, tu sais quoi? Les Timberwolves vont tenter désespérément de se départir de Rudy Gobert. Et qui l'eût cru? J'étais dans la bonne situation, mais avec le mauvais joueur. Mais tu sais, en même temps, ça fait combien d'années qu'on pense que Karl Anthony Towns va être un Knicks? Mais tu sais, ça fait au moins 2 ans qu'à chaque saison morte, les gens, il me semble que Karl Anthony Towns serait le parfait Knicks en plus. Mais là, Félix, non, je veux entendre Félix là-dessus parce que ce gars-là, les Titans du Tennessee le poussent quasiment à commencer à boire de l'alcool. Et là, tu as Karl Anthony Towns qui se fait échanger. On sait, ça n'a pas toujours été l'amour fou. Tu sais, ça a été un peu des montagnes russes, un peu. Mais Karl Anthony Towns, c'est le visage de ce rebuild et il est parti. Écoute, petite histoire sur mon amour pour les Timberwolves, OK? Ça fait 10 ans. T'as jamais expliqué pourquoi t'aimais les Timberwolves. En fait, c'est extrêmement simple. La raison pour laquelle j'aime les Timberwolves m'apporte maintenant le chandail des Knicks de New York. Il y a 10 ans, j'aimais beaucoup Steph Curry, puis j'adore les Warriors, c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais j'adorais Karl Anthony Towns. Puis quand j'ai vu que ce gars-là rejoint les Timberwolves, j'ai fait, tu sais quoi, j'aime trop ce gars-là. Je veux embarquer dans ce wagon-là, je vais suivre les Timberwolves et tout. Puis ça m'a amené à Anthony Edwards, qui est probablement mon joueur préféré de NBA en ce moment, mais les Timberwolves, pour moi, c'est Karl Anthony Towns. Le fait que j'aime les Timberwolves en ce moment, c'est pas Anthony Edwards, c'est Karl Anthony Towns qui m'a mené à ça. Karl Anthony Towns a enduré des années au Minnesota qui étaient épouvantables. Que ce soit... On peut dire, là, la pire organisation de la NBA. Les Kings de Sacramento existent encore. Ouais, c'est ça. Puis les Hornets de Charlotte existent encore, mais les Timberwolves sont là, sont dans cet endroit-là, surtout, peut-être moins depuis 2 ans, là, mais surtout quand Karl Anthony Towns est arrivé, c'était le bordel dans cette organisation-là. Karl Anthony Towns qui arrive ses premières années hyper prometteuses et tout, mais l'équipe est épouvantable. Et là, Alex Rodriguez est arrivé dans le portrait, il a sauvé tout le monde. Parle-moi pas de Rodriguez. un ou 2 ans après le début de sa carrière, Karl Anthony Towns, il est vu par plusieurs comme celui qu'on prendrait, le joueur qu'on prendrait le plus si on se partait une équipe d'un matin. On parlait de ce style de joueur-là. C'était un joueur de centre qui tire des 3 points. Ça ne se voyait pas il y a 10 ans. Là, c'est rendu presque monnaie courante. C'est très, très rare les joueurs qui sont plus capables de faire ça. Ben Simmons. Mais tu sais, c'est extrêmement rare les joueurs de centre qui ne sont plus capables de faire ça. Quand Karl Anthony Towns est arrivé, il a amené une petite révolution à ce niveau-là qui n'est pas énorme dans le sens où c'est pas lui qui a créé ça, mais la montée du 3 points, son arrivée à lui, ça a vraiment contribué à voir ces centres-là à 3 points émerger. Et là, Karl Anthony Towns qui finit par se taper la saga Jimmy Butler, parce que Jimmy Butler passe un an et finalement quitte en envoyant chier à vrai tout le monde dans l'organisation, dont Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns vit une tonne de défis personnels, que ce soit les nombreuses blessures, le décès de sa mère. C'est épouvantable ce qui s'est passé pour toutes ces années-là, mais malgré tout ça, puis malgré le fait que les nombreux joueurs vedettes sont constamment liés à il faut qu'il quitte le Minnesota, c'est pas un assez gros marché pour lui, il faut qu'il quitte pour aller à LA, pour aller à LA, pour aller à New York, pour aller, même avec tout ça, demeure fidèle au Minnesota, signe prolongation de contrat après prolongation de contrat, jamais la moindre demande de transaction et tout. Et là, après une bonne année, on finit finalement par construire une bonne équipe, on sera en finale de conférence, tu sens enfin que les bons moments arrivent au Minnesota, là, puis tu l'échanges sans lui donner un préavis parce qu'il l'a appris 10 minutes avant tout le monde. Ça a été annoncé, il a dit de quoi sur Twitter, l'échange a été annoncé 5 minutes après. Il y a eu peut-être 10 minutes de préavis. C'est épouvantable ce qu'on a fait à Karl Anthony Towns de l'échanger comme ça. Puis oui, on va me parler de flexibilité financière. On avait besoin de libérer un peu d'argent au Minnesota. Tout était trop cher et tout. Puis c'est vrai que c'était pas tenable à long terme, mais d'échanger Karl Anthony Towns, de le faire comme ça,
c'est inacceptable. C'est horrible, horrible, horrible. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, l'échange n'est pas officiel et tout, mais encore aujourd'hui, on l'a vu faire une apparition publique. Il portait des vêtements des Timberwolves du Minnesota. Tu sais, c'est un gars qui a toujours représenté cette organisation-là, c'est vraiment, c'est horrible d'y avoir fait ça comme ça. Puis en retour, tu sais, oui, Julius Randle, Dante DiVincenzo, peut-être que Julius Randle est un meilleur fit au Minnesota dans le sens où Towns et Gobert, c'était deux vrais purs centres et ça fonctionnait relativement bien, mais c'était pas parfait non plus. Randle, qui est un numéro 4 qui est un peu plus prototypique, va être meilleur à ce niveau-là pour faire un alignement qui est plus complet. Puis Dante DiVincenzo va amener de l'offensive en sortie de banc que les Timberwolves avaient cruellement besoin de l'an passé. On l'a vu en série que c'est quelque chose qui a manqué aux Timberwolves à un moment donné. Mais j'ai l'impression quand même que Karl Anthony Towns, c'est une absence qui va peser plus lourd qu'on pense sur les Timberwolves. C'est l'identité de cette équipe-là. Si le gars il est là depuis 10 ans et on l'échange comme ça, c'est horrible. Horrible, Félix. Mon cœur saigne encore un peu. Ça fait plus de 48 heures. Mon cœur saigne encore un peu. Félix, j'ai une question pour toi. Peut-être que tu vas pas être prêt à l'entendre. Non, je sais déjà que je serai pas prêt, mais vas-y. Est-ce que tu crois que l'éclosion de Naz Reid a à voir avec le départ de Karl Anthony Towns? Si Karl Anthony Towns restait, il aurait fallu que Naz Reid parte. Puis c'est probablement ça qui a joué dans la balance. On s'est dit qu'on aimait mieux garder Naz Reid, on aimait mieux garder la profondeur parce que tu veux pas, il y a un plafond salarial, il y a une taxe de luxe et tout, puis garder 3 gars salaire maximal, même 4 avec Jalen McDaniels, avec Towns, Gobert et Edwards, c'était pas réaliste. C'était beaucoup trop d'argent, même si Mike Conley avait pris une coupure salariale, même si ça arrivait, il fallait couper à quelque part à un moment donné. Puis oui, Karl Anthony Towns, c'était un nom logique à agir dans le sens. Puis ça va définitivement, les Timberwolves, ça va être, on va mourir avec Rudy Gobert. Ouais. Puis vivre et mourir avec Rudy Gobert. J'ai tellement hâte qu'on en parle tout au long de la saison parce que ça va juste être super drôle. Parce que là, mais tout au long de la saison, ça va bien, ça va mal, on va se dire Rudy Gobert. Mais rapidement, les boys, puis je veux votre opinion parce que clairement, vous connaissez mieux le basketball sur le terrain, les tactiques que moi. Moi, mon premier réflexe, c'est quand on a annoncé que Dante DiVincenzo s'en allait dans cet échange-là. Moi, mon premier réflexe, c'est genre, pourquoi les Knicks feraient ça? Parce que moi, je sentais que Dante DiVincenzo faisait en sorte que Jalen Brunson pouvait cook autant qu'il voulait avec les Knicks. Peut-être que je suis dans l'erreur. Je veux juste peut-être votre petite analyse là-dessus. Mais moi, je pensais que Dante DiVincenzo, sa capacité aux 3 points, faisait en sorte que Jalen Brunson puis lui devenait une lame à double tranchante pour les Knicks qui rendait ça vraiment efficace. Ce que je veux dire là-dessus, Pigno, tu iras après si tu veux. Les Timberwolves n'auraient pas échangé Karl Anthony Towns aux Knicks sans DiVincenzo. On a compris vraiment que c'était un nom qu'ils voulaient depuis longtemps. C'était un must pour eux autres. Ça prenait DiVincenzo qui est sur un des meilleurs contrats de la Ligue, fait près de 10-12 millions de dollars par année. Puis pour ce qu'il amène, c'est tellement un bon contrat pour lui. Donc, évidemment, les Timberwolves le voulaient. Puis les Knicks avaient besoin d'un centre. Les Knicks avaient vraiment besoin d'un bon centre. Et oui, DiVincenzo amenait en anglais, on dit spacing, de l'espacement un peu pour aider Brunson à pouvoir attaquer le panier et tout. Mais si tu veux un gars qui va t'amener la même chose, Karl Anthony Towns va te l'amener peut-être même mieux encore. Parce que Karl Anthony Towns, là, tu as un numéro 5 qui va t'ouvrir de la place au centre. Karl Anthony Towns n'est pas un joueur parfait, mais un centre qui est une mitraillette à 3 points. Oui, il y en a plus, mais c'est quand même encore le meilleur de la Ligue à ce niveau-là, Karl Anthony Towns. C'est le meilleur tireur en tant que centre de la NBA. Puis ça va créer un alignement qui est hyper offensif. La défensive en prend un coup, ça c'est sûr. Puis on a des Anunoby, on a des Mikal Bridges, on a des Josh Hart qui vont vraiment devoir mettre les bouchées doubles en défensive. Même Mitchell Robinson, si on ne les change pas, va devoir en donner plus défensivement quand il ne sera pas blessé. Mais je pense que c'est pour ça qu'on a fait cette transaction-là du côté des Knicks, parce que c'est dommage parce qu'on avait finalement réuni les 4 gars de Villanova avec Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges et DiVincenzo. Mais finalement, ça aurait duré un grand total de 0 match parce que DiVincenzo n'aurait jamais été avec le reste de ses anciens coéquipiers à Villanova. C'est super simple en fait. Du côté des Knicks, puis Félix, tu l'as mentionné, on passe de Mitchell Robinson
à Karl Anthony Towns. Puis Exact. ça a été la grosse lacune dans la formation des Knicks tout au long de la saison. Tu sais, on avait Isaiah Hartenstein, puis comme, je veux pas lui manquer de respect, mais ce n'est pas un joueur de grande trempe. C'était un joueur qui marchait bien dans ce système défensif de Tom Thibodeau. Et puis, on a Mitchell Robinson qui était blessé. Là, maintenant, on semble dire que Robinson est disponible pour être échangé. Mais maintenant, au niveau des formations, ça peut tellement être dangereux parce que là, j'ai mentionné Tom Thibodeau. Il a été entraîneur-chef au Minnesota pour Karl Anthony Towns. Et puis, Jalen Brunson est un joueur qui nécessairement va avoir besoin du ballon dans les mains. Karl Anthony Towns, pas nécessairement. Mais j'ai hâte de voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser Karl Anthony Towns lorsque Jalen Brunson va être sur le banc. Est-ce qu'on peut commencer à avoir une dynamique de 1A, 1B avec ces deux joueurs-là? Brunson sort, Karl Anthony Towns reste un petit peu plus longtemps et on essaie une formation avec Mikal Bridges et tu as mentionné Josh Hart, puis on parle d'Oji Anunoby qui sont tous des excellents tireurs à 3 points. Et peut-être laisser Karl Anthony Towns travailler juste sous le panier, là où en principe il devrait être bon parce que Chris, il fait 7 pieds, c'est sa position naturelle. Ça, c'en est un. Puis la bonne réponse aussi, pas pourquoi les Knicks ont fait ça, ce sont les Celtics de Boston. La réponse, ce sera toujours les Celtics de Boston. Tous les mouvements qui se sont faits dans l'Est durant cette saison pour les quatre grosses équipes, et ça, je parle bien sûr des Knicks, mais bien sûr les 76ers qui sont allés chercher Paul George. Même Damian Lillard l'année passée, quand les Damian Lillard à Milwaukee, qui ont gardé un peu le statu quo, mais je parlais d'un groupe de 4 puissances de l'Est. Milwaukee sont comme 4e, sont sur le bord de sortir de là parce qu'on ne sait pas pour leur état de santé à ces joueurs-là. Et Doc Rivers. C'est vrai, c'est quand même riche. Avec Doc Rivers, oui. Mais au-delà de ça, tout en ce moment est pointé vers les Celtics de Boston et comment est-ce qu'on va être en mesure de les faire tomber. Maintenant, on peut comparer comme on veut l'affrontement sur papier de Mikal Bridges, Jalen Brunson, Oji Anunoby, Karl Anthony Towns, Josh Hart versus Drew Holiday et compagnie, et Jason Tatum et Jalen Brown. Je suis curieux d'avoir ça parce que là, clairement, les Celtics ont prouvé que tu n'as pas besoin d'avoir un joueur top 5 en ce moment pour gagner un championnat. Chez les Knicks, on réplique un peu la même chose. Peut-être que c'est aussi une formation qui n'aura pas d'ego, justement. Ça va être intéressant à voir, mais tout en ce moment est pointé chez les Celtics de Boston. Ouais, je suis d'accord. Ça va être intéressant à voir, puis j'ai vraiment hâte qu'on fasse notre épisode spécial saison de la NBA. Là. Ça va être le fun. Mais d'ici là, les gars, on a eu une semaine de football quand même qui est passée, puis c'est drôle, hein, mais la semaine que les Steelers perdent, on garde le football pour la fin de l'émission. Surprenamment, les Steelers ont perdu, puis les Titans jouent demain soir. Ils n'ont pas perdu. Les Steelers ont perdu plus de matchs que les Titans pour le moment cette semaine. Puis en plus, pour juste faire une petite parenthèse sur ce match des Steelers, la discussion a beaucoup été autour. Justin Fields a juste besoin d'être correct, puis la défensive faire ce qu'elle fait à chaque semaine. Cette semaine, la défensive a été absolument pourrie, terrible, nulle à chier. Mais la tertiaire a été dégueulasse. Tu connais contre Joe Flacco, hein? Quand tu te pognes contre un grand carrière comme Joe Flacco, c'est le genre d'affaire qui va arriver. Mais il y avait un point que j'avais peut-être sous-estimé dans mon analyse de la semaine passée. C'est la capacité que les Steelers ont à jouer du football de rattrapage. Puis je pense qu'on a peut-être... Attends un peu. Mais en tout cas, ça, étant ce qui est, les Steelers ont perdu par 3 points, soit dit en passant. Et c'est entièrement grâce à Justin Fields qui sont passés. OK, il a peut-être coulé un peu le bateau. Il y a eu un échappé un petit peu étrange, mais les Watt, les Cam Hayward qui ont carried comme ils font à chaque semaine. Aucunement. Justin Fields mérite absolument toutes les fleurs qui lui sont lancées de son côté. C'est la seule raison pourquoi les Steelers sont passés. Le gars a lancé pour 367 verges ce match-ci. 24 points. On a dépassé un sommet en saison régulière. On s'est dit, les Steelers, pour essayer de gagner dans ce match-ci, ils vont devoir marquer plus de points qu'ils l'ont fait durant les 3 dernières semaines.
On a réussi à le faire. C'est juste que la tertiaire est absolument terrible. Puis, en plus de ça, il y a une pénalité qui a été extrêmement coûteuse aux Steelers. Puis ça, c'est quelque chose qui les suit depuis le début de la saison. Mais là, cette fois-ci, je suis prêt à le dire, c'est la faute des arbitres là-dessus. C'était juste une longue passe. OK, c'était une longue passe qui s'en est. J'ai oublié complètement le nom du receveur. C'est une longue passe. La passe rate et la demi-seconde de trop, Minkah Fitzpatrick qui, lui, s'en venait vers le receveur considérant qu'il allait attraper le ballon, n'a pas eu le temps de freiner, lui rentre dedans, on lui donne une pénalité de rudesse contre le receveur. Même pas, on lui a donné rudesse contre le receveur. Oh mon Dieu, OK. Qui est encore pire. On laisse à la place de la faute, puis on marque un toucher, puis là, c'est impossible de remonter pour les Steelers. Puis après ça, après ça, il y a eu cette drive au 4e où Justin Fields n'était pas en communication parfaite avec son centre pour la remise du ballon. Mais bref, c'était mon petit coup de gueule sur ce match des Steelers cette semaine. Mais les gars, j'ai envie qu'on jase un petit peu. Là, parce que là, on est approximativement, parce qu'il y a des gens, je parlais tantôt en cravate, qui ont décidé que 17 matchs de football dans une saison régulière, c'était une bonne idée. On est au quart de la saison. Et puis, j'ai déjà quelques affaires pour vous autres. OK. Ouais. J'annonce officiellement que, là, au moment qu'on enregistre ça, c'est un match absolument terrible. Mais j'ai quand même mon MVP de la saison régulière. Puis cela, je vais devoir donner un shout-out à Mathieu Vachon, qu'on a reçu sur l'émission déjà à 2 reprises. Mais Josh Allen, les gars, est mon MVP de la incroyable. saison. C'est incroyable que tu dises ça quand tu fais de l'arrière 21-3 dans un match du dimanche. Là, on arrive à la fin de la première demi. Là. Mais en ce moment, tu veux un MVP dans ce match-là, c'est Derrick Henry. Ouais, écoute, il y a une super belle course, mais ça pour dire Josh Allen et les Bills, OK? Ouais. Puis ça, c'est même quelque chose que j'ai dit, là, qui est enregistré sur cette émission-là. J'ai parlé des Bills par rapport aux dynamiques des pouvoirs dans l'américaine et comment je voyais aucunement les Bills faire du bruit là-dedans. Là, les Bills, présentement, je dis bien présentement qu'on enregistre ça, sont 3-0, vont peut-être être 3-1. C'est entièrement grâce à Josh Allen. Oui, bien sûr, Sean McDermott est un excellent entraîneur-chef, mais Josh Allen est la raison pourquoi les Bills sont encore ici. Après avoir liquidé l'entièreté de la formation presque, à part pour Josh Allen et Damar Hamlin. Et puis là, on lui donne ce nouvel effectif, on lui donne un nouveau porteur de ballon en James Cook, puis regarde ce qu'il fait en ce moment. Ben, écoute, c'est sûr que si tu prends la définition de par excellence, dans le sens que le joueur a la plus grande valeur sur le côté valeur sur les performances de l'équipe, évidemment, Josh Allen gagne le MVP. Assurément. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est sûr que si on reprend la logique stupide de la NFL, c'est de prendre la meilleure équipe avec la meilleure fiche et de donner le MVP à celui qui a au carrière de cette équipe-là. Je ne pense pas que Sam Darnold a autant de valeur sur les résultats de son équipe que Josh Allen a présentement sur les Bills. Parce qu'on enregistre, puis dans le cas que les Bills perdent ce soir, on aura officiellement juste 2 équipes à 4-0. Les Vikings du Minnesota et les Chiefs de Kansas City. Ouais, puis il y a déjà les Chiefs de Rashee Rice qui peut-être sa saison est terminée. On ne sait pas encore, mais on pense peut-être une blessure sérieuse au genou. Puis on l'a vu, l'attaque. T'as les Seahawks aussi qui sont à 3-0. Ils jouent lundi soir. On va en reparler dans tout. On va en reparler des Seahawks. Inquiète-toi pas, j'ai pas fini avec eux autres. Mais écoute, tu regardes l'attaque des Chiefs sans Rashee Rice, c'était beaucoup plus compliqué. Puis en ce moment, j'aurais pensé dire ça au début de la saison. Déjà, tu m'as parlé de Sam Darnold dans la conversation du MVP. Si tu m'avais dit ça avant le début de la saison, je t'aurais dit de lâcher l'alcool. Mais là, tu regardes, puis en ce moment, là, la meilleure équipe de la NFL, c'est les Vikings du Minnesota. En assumant que Rashee Rice n'est plus là pour un bon moment, parce qu'avec Rashee Rice, je pense que les Chiefs sont encore là. Mais en ce moment, la meilleure équipe de la NFL, c'est les Vikings du Minnesota. Et c'est super cool pour eux autres. Je suis content parce qu'ils surprennent à peu près tout le monde.
Mais tu sais inévitablement qu'à un moment donné, il va avoir la paix d'une malchance qui va arriver aux Vikings. Le botteur, en faisant un kick, il va tellement le manquer, puis le ballon va prendre une curve, rentrer sa tête de Sam Darnold, il va avoir une commotion, il va être fini pour l'année, puis Justin Jefferson va passer à côté, il va glisser sur une peau de banane, puis l'affaire la plus ridicule que tu peux possiblement t'imaginer, ça va arriver aux Vikings, qui vont connaître, ils vont rentrer dans un mur ou quelque chose. J'espère que je me trompe parce que j'adore Kevin O'Connell. Je l'ai dit sur le show. Pour moi, c'est le deuxième meilleur entraîneur de la NFL derrière Andy Reid. Oui, Mike Tomlin est là. Oui, il y en a d'autres bons, mais pour moi, c'est le deuxième meilleur entraîneur de la NFL. J'espère que les Vikings vont être capables de garder ça puis d'aller gagner un Super Bowl ou en tout cas de faire un petit bout de chemin en série. Mais aller battre les Packers au Lambeau Field aujourd'hui, si ça ne démontre pas que cette équipe-là a une sérieuse option sur la division et peut-être même sur la conférence de la NFC, pour moi, c'est une grosse déclaration, cette victoire-là de les Vikings sont à prendre au sérieux cette année, jusqu'à temps qu'ils frappent leur inévitable malchance qui les frappe à chaque année. Pour quelconque raison, cette équipe-là a dû faire un deal avec le diable à un moment donné parce que c'est inévitable année après année. Mais je l'avais mentionné, c'était mon log de cette semaine, d'ailleurs, sur les médias sociaux. J'avais dit, si les Vikings vont chercher une victoire à Lambeau Field et passer à 4-0, moi, si je suis l'état-major des Vikings, je vise un championnat de division. Et j'y avais pas pensé, mais peut-être un championnat de conférence. Peut-être à ce point-là. Ça reste à voir. Mais par contre, Mio, tu as parlé du MVP, mais je pense que tu as sorti encore un sentiment encore plus absolu sur le Comeback Player of the Year. I mean, est-ce qu'il y a une autre option que Sam Darnold? Pour vrai. Andy Dalton, quand il va mener les Panthers en série, là, mais ouais, Sam Darnold. Nice! Tellement à moins qu'Andy Dalton amène les Panthers en série, ce qui n'est pas impossible, mais mathématiquement, ça n'arrivera pas. C'est rough. Ça va être rough. Ça n'arrive. Regarde, je vais mettre ma maison sur la ligne que ça n'arrivera pas. D'ici là, Sam Darnold, je crois justement en ce approximatif quart de la saison, on peut déjà lui donner le titre du joueur comeback de l'année, je veux dire. Tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La blessure à J.J. McCarthy qui devait être ce nouveau corps prometteur chez les Vikings et juste amener Sam Darnold en arrière parce que à un moment donné, il faut quelqu'un pour remplir le positionnement du deuxième corps arrière. Y a-t-il quelqu'un cette saison qui est venu plus mêler les cartes que Sam Darnold pour ces Vikings-là? Puis dans l'effectif des pouvoirs de la NFL maintenant, on regarde les Vikings surtout aussi le nord de la nationale où on se disait « Hey, on s'attend peut-être à une très bonne saison des Bears avec Caleb Williams et un effectif amélioré autour de lui. Les Packers, qui on s'attendait peut-être allaient disputer la première place avec les Lions de Détroit. Et puis là, les Vikings, avec Sam Darnold à la tête de l'attaque, viennent tout fucker ça. Et qui sont présentement, je tiens à dire, là, 3e dans la nationale pour les points marqués. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Quand tu as le meilleur receveur de passe de la NFL. Tout ce que tu as besoin, c'est un corps arrière sans être explosif qui est capable d'y remettre le ballon. Mais on peut-tu aussi saluer Aaron Jones qui fait aussi un excellent travail depuis qu'il est arrivé. Est-ce qu'on peut saluer Brian Flores qui fait des miracles avec cette défense-là au Minnesota? Est-ce qu'on peut saluer l'entièreté de l'effectif des Vikings au Minnesota? Donc on vous salue toute la gang. On vous aime toute la gang. Charlotte a littéralement tout le monde qui joue pour les Vikings. On salue les propriétaires, même si je vous aime pas parfois, jusqu'au gars qui va remplir les bouteilles d'eau. Je veux dire, tout le monde... Je salue particulièrement le gars qui remplit les bouteilles d'eau parce que les gars paraissent super bien hydratés sur le terrain. Vraiment. À quel point Justin Fields doit courir parce qu'il reçoit des meilleures passes qu'il a reçues avec Kirk Cousins, apparemment. Là. Mais, en tout cas, il y a ça, tu sais, que j'ai envie de changer un petit peu avec vous, mais là, on est à ce quart de la saison, puis là, on est capable de voir justement qui commence à se forger une place parmi les meilleurs, puis on voit aussi qui tire un petit peu de la patte. Puis surtout, ceux qui tirent un petit peu de la patte par rapport aux attentes qu'on avait par rapport à eux. Puis j'ai envie qu'on discute un petit peu vite de nos équipes qu'on perçoit comme étant les plus frauduleuses cette saison. Et puis, j'ai envie de lancer un petit peu le débat avec ça. Mais les Eagles de Philadelphie, personnellement, sont mon équipe la plus frauduleuse de la NFL. Tu sais, encore une fois, j'ai parlé de la nationale, puis j'ai parlé du nord de la nationale comme étant une grosse course de même. L'Est, en tant que tel, OK, on s'attendait à absolument rien des Commanders.
of course, on s'attend à rien des Giants. Les Cowboys, on n'est pas trop certain. Ce qui veut dire que c'est peut-être la saison pour les Eagles, encore une fois. Et puis là, tu nous sors les mêmes Eagles qu'on a eu à partir de la semaine 13 l'année dernière. Des Eagles qui, à chaque fois que c'est sur le terrain, ça va être un produit différent. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir. L'équipe la plus inconstante de la NFL avec, je tiens à le dire, le corps arrière en Jalen Hurts en ce moment qui est le plus sloppy parmi les stars de cette ligue-là. Et Jalen Hurts, qui jusqu'à l'année dernière, semaine 11, j'étais prêt à dire que c'était la nouvelle affaire. C'était un MVP, du moins un candidat assuré pour le MVP. Et puis depuis la semaine 13, l'année dernière, est absolument terrible. Oui, puis je suis pas un fan de Jalen Hurts, man. Ce gars-là, pour moi, vit sur un touche-push. En carrière, il y a presque plus d'interceptions que de passes de toucher. On est rendu là. Ça? C'est bien plus serré que tu penses. J'ai pas les chiffres exacts. Là, M'allez voir ça. J'aime tellement pas Jalen. Puis là, aujourd'hui, à la limite, je donne l'excuse de AJ Brown n'est pas là, Devontae Smith n'est pas là. C'est sûr que c'est pas facile sans tes deux receveurs, sans tes deux meilleurs receveurs. Je vais lui donner cette excuse-là, mais. Puis, encore une fois, j'ai parlé de Josh Allen. Check ce que Josh Allen fait avec un sac de chips et un trombone. Là. Ouais. Puis j'aime Khalil Shakir, mais ouais. OK. C'est 70 passes de toucher contre 38 interceptions. Le ratio est pas. Ouais, mais attends un peu récemment. L'année passée. OK, ouais. Mettons, si on prend 2023 et 2024, c'est 27 passes de toucher contre 19 interceptions. OK, c'est ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon. La protection de ballon est clairement ouais. un défaut chez. Puis Dieu merci que Saquon Barkley est avec les Eagles cette année parce que. Oh mon Dieu. Parce que je ne pense pas que Saquon Barkley, sans lui, les Eagles vont chercher une victoire la semaine dernière et ils sont probablement pas dans le match cette semaine contre les Bucks. OK, oui, tu me diras que s'il n'avait pas échappé le ballon, les Eagles auraient gagné il y a 2 semaines contre les Falcons. Mais OK, ça, c'est une autre histoire. Non, mais je te parle de la game contre Green Bay ou est-ce que c'est lui qui l'a gagné à lui tout seul? Première semaine aussi? Oui, aussi. Puis pour ce qui est des Falcons, Kirk Cousins, c'est juste inévitable. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a aucune loi de la nature qui peut intervenir contre Kirk Cousins. C'est Chad Louis-T. Vous ne pouvez pas échapper de Chad Louis-T. Hey, ton Chad Louis-T à 2 piastres. Hey, ils sont pareils! Va voir une photo de Louis-T puis de la photo dans l'avion de Kirk Cousins avec les chains. Ils sont pareils! Ils sont pareils! Même Louis-T a été sur les médias sociaux pour dire que c'était pas lui en joke, mais ils sont pareils! Écoute, sur ce segment Louis-T, je vais prendre le relais de mon équipe la plus frauduleuse. Je dis qu'on est revenu sur le cas des Seahawks. Les Seahawks qui sont de 3-0 demain vont jouer contre les Lions. Et écoute, les Seahawks qui, depuis le début de la saison, oui, 3-0, c'est très bien. Parlons un peu des équipes que les Seahawks ont défait cette saison, OK? Première semaine, on bat les Broncos par la marque de 26-20. Deuxième semaine, on bat les Patriots en prolongation, 23-20. Et la semaine passée, avec sans Tua Tagovailoa, on détruit les Dolphins 24-3. Est-ce qu'il y a une victoire là-dedans qui vous inspire particulièrement confiance quand tu considères qu'il y a 2 équipes que tout le monde voit parmi les pays de la Ligue qui se sont fait battre de façon hyper serrée par les Seahawks et une autre équipe qui n'avait pas son carrière numéro 1 par qui l'attaque passe à peu près au complet? Moi, je m'excuse, mais c'est vraiment, vraiment pas convaincant. Puis j'aime Geno Smith, j'aime des morceaux qu'on a dans cette attaque-là, puis la défense, je la trouve encore un peu suspecte, mais j'aime le coach Mike McDonald. Fait que, tu sais, à la limite, je pourrais leur donner un peu de crédit. Je pense pas qu'on est épouvantable comme équipe. Je pense qu'on est meilleur, qu'on est une équipe qui peut se battre pour une place en série, surtout avec le bon début de saison qu'on a. Mais je m'excuse, les Seahawks ne méritent pas d'être avec les Vikings et les Chiefs parmi les 3 dernières équipes invaincues de la NFL, ou les Bills qui sont encore au moment où on enregistre. Là. Mais tu sais, tu regardes ça, tu te dis, il n'y a rien qui me vend du rêve. Puis là, demain soir, on a les Lions. Comment on va répondre avec un vrai gros défi? Parce que je ne suis pas le plus grand fan des Lions, mais c'est sans contredit la meilleure équipe qu'on va affronter. Il joue-tu à Ford Field? Oui, un peu, je l'ai devant moi. Il joue à Détroit. Si les Seahawks battent les Lions à Détroit demain, je vais croire en eux. Là, j'y crois. Mais j'ai besoin de le voir encore parce que 3-0, ça ne reflète pas cette équipe-là. Puis j'ai vraiment peur que demain, ça finisse en varlope pour Détroit.
Puis tu sais, Félix, en même temps, je vais essayer de faire un peu l'avocat du diable aussi, là, mais les Seahawks sont définitivement une bonne équipe, comme tu l'as dit, mais je pense qu'on est un peu victime aussi de cet échantillonnage-là qu'on a ces 3 matchs. Les Seahawks peuvent très bien finir une saison à 11 victoires, puis on se dit « Hey, c'est une bonne victoire des Seahawks », mais le plafond qu'on leur met, c'est sûr, n'est pas le même que, mettons, en ce moment où on se dit qu'ils sont 3-0. T'as raison. Les Seahawks pourraient être... les Seahawks pourraient être 2-1 en ce moment. On se dit, bah, OK, les Seahawks, hey, c'est une bonne équipe. Mais là, on joue avec l'étiquette du 3-0. Hey, on est une équipe invaincue, grande puissance. Je pense pas que même c'est quelque chose qui peut être au profit des Seahawks. Puis, tu le vois bien que Geno Smith est un carrière que j'adore. Puis, je suis tellement content de son histoire aussi qu'un late bloomer, un pro bowler à l'âge de 32 ans, pour la première fois avec les Seahawks, en ce moment, complète 75% de ses passes, mais on a d'autres petits pépins là-dedans. Ben, OK, 3 passes de toucher pour 3 interceptions aussi. Là. Ouais. Mais tu sais, les Seahawks, je pense que c'est vraiment ça, l'identité en ce moment. C'est que le plafond ne reflète pas l'affiche qu'ils ont. Disons, le plancher est complètement solide. On se rappelle qu'il y a 2 ans, quand Russell Wilson est parti, on pensait que c'était la reconstruction totale. Mais là, on a un plancher super solide. On est une équipe qui peut aller en playoff, mais c'est certain que le plafond ne crie pas contender, mettons. Je pense que c'est de même qu'on peut résumer les Seahawks de ce côté-là. Juste avant que Pop, tu te lances sur ton équipe la plus frauduleuse, j'ai une question. Est-ce que pour vous, les Seahawks sont rendus, comment je pourrais dire ça, l'une de ces équipes-là, l'une de ces organisations-là qui fonctionnent selon un standard et une culture, un peu comme les Steelers? Tant que Pete Carroll va être là. Tant que Pete Carroll va être là. Pete Carroll n'est plus là. Oh shit, c'est vrai, fuck. Là, je l'encave, là. Non, mais il est plus sur le terrain, mais c'est vrai. Oui, il y a encore un petit rôle dans l'organisation. Il y a encore dans l'organisation, c'est ça que je veux dire. Là. Mais Vas-y, Bob. Mais tu sais, si Pete Carroll est encore dans l'organisation, c'est sûr qu'il y a encore une grosse voix pareille, même s'il est plus sur le terrain. Ouais. Mais Félix, il n'est pas prêt à l'admettre. Non, mais moi, de la façon que je le vois, oui, il y a un standard et tout, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des années difficiles aussi, une couple d'années. Oui, il y a eu les belles années Russell Wilson, mais je ne savais pas si longtemps que ça allait mal à Seattle. Là. Ça n'a pas toujours bien été. Puis peut-être que... Russell Wilson, perennial MVP pour les 8 premières semaines d'une saison régulière sur 4 saisons consécutives. Ça, on n'oubliera jamais. Puis tu sais, Geno Smith est sous-estimé, je trouve. Je pense que c'est un bon carrière qu'on passe un peu trop souvent sous le silence, mais je suis pas prêt à dire que c'est une équipe que c'est nécessairement comme les Steelers, par exemple, ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose. J'ai besoin... Si on bat les Lions demain, je vais le croire. Mais j'ai encore besoin de voir quelque chose de cette organisation. Pop, j'ai envie de t'entendre parce que j'ai l'impression que ça va être scandaleux, fidèle à ton habitude. On parlait d'une équipe invaincue, puis d'une équipe que personne n'est impressionné tant que ça malgré l'affiche. Moi, je m'excuse, puis c'est con de dire ça, puis je sens que je vais le regretter à la fin de la saison. Moi, tu l'admets. Et je sens que je vais le regretter à la fin de la saison. Mais les Chiefs à 4-0 sont pas supposés être là. Sont pas supposés être 4-0 en ce moment. Être douté de Patrick Mahomes, c'est certainement une décision que tu as prise dans ta vie. Attends. Non. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que Patrick Mahomes joue peut-être le pire football depuis le début de sa carrière, depuis qu'il est arrivé à KC. Encore des victimes d'une interception aujourd'hui. Encore. Et là, tu es en train de me dire que les Chiefs sont 4-0, mais la plus grosse écart qui ont gagné, c'est 7 points. Puis Rishi Rice n'est plus là. Rishi Rice n'est plus là. Mais tu sais, on tenait le même discours l'année passée sur les receveurs de passe et regarde ce qu'il a fait. Moi, je pense que Xavier Worthy est capable d'être une arme offensive, même si Rishi Rice n'est pas là. Mais je ne suis pas impressionné par les Chiefs. Je ne suis pas impressionné par les Chiefs. Avant le match d'aujourd'hui contre les Chargers, tu peux me sortir un argument qu'on flippe 2-3 jeux depuis le début de la saison. Les Chiefs pourraient être 0-3. Puis Patrick Mahomes l'a mentionné lui-même. Puis c'est correct. Il prend les responsabilités. Travis Kelce est dans le pire slump. Mais ça, je pense qu'avec l'âge, comme Producer Ali avait dit, je pense que c'est peut-être quelque chose de plus prévisible de ce côté-là.
Mais tu sais. Il a quand même connu un bon match aujourd'hui. On l'a Oui. vu quand Rice s'est blessé, il a quand même connu un bon match aujourd'hui. Mais oui, Oh non, il est encore capable. Je pense que c'est ça, ouais, c'est ça. c'est une décision interne de ne pas autant Ouais. l'utiliser comme avant. Ouais. Mais, tu sais, les Ravens passent à une demi-taille de pied d'amener ce match-là en prolongation. Ça battent les Bengals, probablement l'équipe la plus overrated de la ligue par seulement 1 point. Encore une fois, ça se joue sur le dernier jeu du match, puis certaines mauvaises langues diront sur le sifflet de l'officiel ou le non-sifflet de l'officiel contre les Falcons d'Atlanta la semaine passée. Et là, cette semaine, on joue contre Justin Herbert, qui n'est pas à 100%, et on réussit de peine et de misère à gagner par une possession. Est-ce que les Chiefs vont gagner la division encore? Pas mal sûr que oui. Est-ce que les Chiefs peuvent se rendre jusqu'au Super Bowl? Absolument. Mais en ce moment, puis je pense que tout fan des Chiefs, un temps soit peu raisonnable et pragmatique, vous le diront, c'est pas le meilleur football que les Chiefs nous donnent. Même je te dirais que c'est le pire football que les Chiefs donnent depuis les 3 dernières années. Mais je vais rebondir rapidement là-dessus parce que à chaque année, ils font le coup en début de saison. Puis les défenses de Steve Spagnuolo deviennent toujours meilleures plus l'année avance. Là, on a perdu le Jerry Sneed qui fait mal. C'est un gros morceau à remplacer. Puis Travis Kelce a ralenti un peu. Puis cette défense-là est plus ce qu'elle était. Puis il y a des morceaux de l'attaque. Rashee Rice est blessé. Hollywood Brown qui est blessé aussi, qu'on ne voit pas pour le moment. J'ai de la misère à penser qu'ils vont. Je reste convaincu qu'ils vont être corrects. Peut-être que c'est parce que j'ai trop peur de parier contre Patrick Mahomes, mais je continue de croire qu'ils vont être corrects parce que cette équipe-là s'améliore toujours plus l'année avance. La défense de Steve Spagnuolo, il fait le coup à chaque année. Chaque année, il fait le coup Spagnuolo. Puis, c'est comme on dit, ils vont s'améliorer d'ici la fin de la saison, mais par contre, tu peux me sortir un argument. Oui, OK, je dis que les Chiefs ne sont pas impressionnants et gagnent juste par une possession. Mais tu peux tout aussi reflipper ça et me sortir l'argument que les bonnes équipes trouvent toujours le moyen de gagner ce genre de match-là. Exact. Fait que, tu sais, on peut interpréter ça différemment. Je dis pas que les Chiefs sont mauvais, mais je suis un peu sur mon appétit. C'est juste ça que je dis. Donc, on est officiellement rendu à cette portion de l'émission qu'on aime tant et il s'agit du Perron d'église. Donc, à chaque semaine, on vous rappelle sur les réseaux sociaux, on vous envoie la question. Donc, posez-nous une question. Si vous avez une opinion, montez de lait à nous partager. On va la lire et on va parler avec vous. Et la question cette semaine nous provient de Jérémy Lucier qui demande « Pensez-vous qu'il existe dans le monde du sport un meilleur bargain que le contrat de 8 700 000 $ pour lequel Sidney Crosby a signé pour les 2 prochaines saisons? » Honnêtement, j'ai envie de dire, les gars, je pense pas qu'il y en a de meilleur que Sidney Crosby. Je veux dire, le gars est littéralement payé le même montant qu'il a été pendant quoi? C'était les 8 dernières années. A une productivité qui est supérieure à certaines de ces saisons-là durant ces 8 dernières années-là. Bon, OK, on dira ce qu'on veut des espoirs des Pingouins en séries éliminatoires, mais Sidney Crosby est loin encore de jouer le pire hockey de sa carrière. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis tu sais, je pense que 8.7 pour ce qu'il a donné aux Pingouins, un gars qui n'a jamais été en dessous d'un point par match, incroyable. Tu sais, c'est fou. Puis c'est tellement un modèle de longévité et tout. La chose, par exemple, que je me demande, 8.7, c'était une aubaine sur son dernier contrat, mais prend un peu de l'âge. Puis je suis pas en train de dire que Sidney Crosby est fini ou quoi que ce soit. Il va encore connaître une grosse saison, je suis convaincu, mais est-ce que tranquillement, pas vite, ça va moins être une aubaine que ça l'a déjà été? Puis, tu sais, en ce moment, tu me parles d'aubaine. Oui, Leon Draisaitl vient de signer un énorme contrat, mais ça reste qu'en ce moment, il est signé à un contrat qui est assez raisonnable, puis est un joueur supérieur à Sidney Crosby. Donc, à ce compte-là, je pense que Draisaitl était le meilleur aubaine, au moins pour cette année. Il y a eu des gars comme Nathan McKinnon aussi, qui ont été payés 6.3, je pense, McKinnon. C'est ça, 6.3 qui avait été payé. Puis avant de signer son gros contrat, quand ils ont gagné la Coupe Stanley et tout, je pense que 8.7, c'est définitivement parmi les meilleurs aubaines. C'est un des meilleurs centres de la Ligue que tu as pour moins de 9 millions. C'est incroyable. Souvent, un vrai bon premier centre, ça coûte un 10 millions par année et plus. Sauf si t'as Kent Hughes comme DG. Sauf si t'as Kent Hughes qui te signe Nick Suzuki à moins de 8 millions par année. Mais bref, tout ça pour dire que
en excluant les contrats recrues, évidemment, parce que c'est pas très fair de considérer ça, ça fait partie des meilleures urbaines, puis ça a longtemps été la meilleure, selon moi. Je me demande juste si c'est réaliste de penser que ça va le rester dans les prochaines années. C'est ce que je me demande. Moi, je n'ai aucune crainte concernant si ça va bien tenir, parce que, premièrement, c'est juste 2 ans. Je pense que c'est rien de très extrême un peu. Je pense que c'est peut-être le dernier contrat de Sidney Crosby qui va inévitablement faire en sorte qu'il va se retirer en tant que membre des Penguins de Pittsburgh, au grand dam de ceux qui le voyaient à Montréal ou aller rejoindre Nathan McKinnon au Colorado. Ouais. Parce que, tu l'as dit, Sidney Crosby, c'est Hank Aaron version hockey. Ce gars-là, tu sais, il n'a jamais été en dessous d'un point par match, mais c'est pas parce que ce gars-là a genre fait des saisons de 82, 83 points, genre à la John Tavares, mettons. Sidney Crosby, en santé, c'est presque au minimum 95, peut-être 90 à 95 points par saison. Ouais. En santé. C'est pas juste de faire un point par match, il le dépasse d'une bonne marge. Puis, l'année passée, il y avait encore le discours que si les Penguins de Pittsburgh se qualifiaient en série, on donnait le trophée Hart à Sidney Crosby. Ouais. C'est juste pour montrer à quel point ce gars-là a tellement d'impact sur la glace et bien sûr tout autour de ce qu'il fait dans cette organisation-là. Et moi, je me suis amusé à voir un peu ce que Sidney Crosby valait par rapport au reste de la Ligue. Parce que, oui, il y a le fait qu'il rapporte qu'il soit une aubaine, mais moi, je pense que au début de sa carrière, peut-être un petit peu plus en 2009, oui, OK, il dépassait la valeur de son contrat. Même à l'époque, 8,7 millions à cette époque-là, c'était quand même un bon contrat. Mais je ne pense pas que c'était une aubaine, par exemple. C'était encore un bon contrat. Tu sais, Alexander Ovechkin, pendant, je pense en affaire de genre 2008 jusqu'à genre 2015, il était genre le joueur le mieux payé de la Ligue, jusqu'à ce que Jonathan Toews et Patrick Kane décident, c'est quoi? Le 10 millions, ça nous tente. On aime ça. On aime ça le chiffron. On va dépasser ça. Puis après ça, Connor McDavid est arrivé en 2019. Puis là, je pense que c'est vraiment à partir de 2019. Après les 2 coupes consécutives de 2016-2017, c'est vraiment là que la valeur aubaine de Sidney Crosby, même s'il a toujours eu une belle valeur par rapport à son contrat, là, je pense qu'en 2019, quand il y a un gars comme Connor McDavid qui faisait 12, peut-être même jusqu'à 13 millions de dollars, avoir un Sidney Crosby à 8,7, c'était absolument une aubaine que tu ne pouvais pas te refuser. Et là, ça va l'être encore plus parce qu'imaginez, tu vas voir Sidney Crosby qui va probablement encore faire 90 points d'ici les 2 prochaines années s'il reste encore en santé à 8,7 millions. Tandis que tu as un Connor McDavid qui va peut-être faire quoi? 16, 17, 18 millions peut-être? Peut-être, ça se peut. Ça va être incroyable comment que pour les Penguins, ça va être une aubaine, mais ça ne garantit pas une Coupe Stanley. Non, ça garantit même pas une participation en série parce que je veux bien que Sid est encore là, que Christopher Letang est encore là, que Evgeny Malkin est encore là. Mais la banque d'espoir des Pingouins, c'est tellement dégueulasse. Oui, OK, on est allé chercher Roger McGroarty, mais ça va en prendre plus. J'ai longtemps pensé que les Pingouins devaient briser ce trio-là depuis quelques années, un peu comme les Leafs auraient dû briser leur core 4. Carl Dubus va se rendre là jusqu'à la fin. Lui, de toute façon, il n'est pas stressé. Lui, je pense que quand il est arrivé à Toronto, il a signé pour quoi? 7 ans, je pense? Environ, ouais. Fait que lui, il est là à long terme. Lui, il a encore une bonne sécurité d'emploi là, pour encore les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Fait que du côté des Pingouins, on va ride, puis on va milk Sidney Crosby jusqu'à la toute fin. Et je me dis en même temps qu'il le ferait pas. Ouais, puis juste revenir, puis moi, je te laisse après 2 secondes. Tu sais que les noms que tu as nommés, c'est Carson, Letang, Crosby, Malkin. Oui, c'est 4 excellents joueurs et tout, mais on n'est plus en 2016. Là. On est en 2024, on va arriver en 2025. C'est des joueurs qui prennent de l'âge. En tout cas, c'est juste... Oui, on va les laisser y aller jusqu'au bout, mais c'est plus des joueurs qui sont jeunes. Nio, je te laisse finir là-dessus, là, mais tu sais, il faut juste faire attention en vous disant que oui, c'est un bon noyau, mais c'est un noyau vieillissant quand même. Par-dessus tout, c'est juste un contrat symbolique pour la carte de Sidney Crosby qu'il a eu avec les Penguins de Pittsburgh.
Puis ça va juste se finir ainsi. Coupe, pas de coupe. Ça va être là-dessus. Également sur les médias sociaux, les gars, on vous partage, en fait, gracieuseté de Félix, on vous partage toujours une petite question de quiz style devine le joueur. Donc, les indices que vous aviez cette semaine étaient un joueur qui a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago de 2007 à 2023. Donc, ça donne qu'il a peut-être gagné 3 Coupes Stanley avec Seddy Blackhawks, pardon. Ensuite, faites un court passage avec les Rangers de New York durant la saison 2023 pour ensuite s'être joint aux Red Wings de Détroit. Et je nomme Félix. Tu sais quoi, je vais laisser Pop le dire parce que je pense que Pop, c'est un joueur qui c'est vrai. C'est ma guy. C'est vrai. Wow. Juste une petite parenthèse, ce n'est pas moi qui fais le choix des joueurs et qui ne donne pas les indices. Non, t'es pas le responsable de cette propagande. C'est mon roi. C'est probablement mon joueur numéro 1B de toute l'histoire de la Ligue nationale. My boy Patrick Kane. Et je regarde encore cet insigne des Rangers sur le show et j'ai juste le goût de vomir. J'ai juste le goût de vomir en repensant que Patrick Kane a déjà été un membre des Rangers de New York. Pas un fan des Rangers, Pop? Non. Ne me relance même pas. N'ose même pas me relancer sur les Rangers et sur Mika Zibanejad. Je fais juste dire que Patrick Kane a joué avec Mika Zibanejad pendant l'équivalent de demi-tiers de pouce. T'es bien chanceux qu'on arrive à la fin de l'émission, Pop, parce que j'ai pas le temps de... Les Steelers ont perdu. Les Steelers ont perdu. Ça va. C'est la nature des choses. Mais tu veux vraiment mêler le nom de Mika Zibanejad dans tout ça? Vraiment. Il est temps que ça finisse. Je pense. Il est temps que ça finisse. Shout-out à Patrick Kane, by the way, qui a joué pour 3 des 6 équipes originales de la LNH. Je viens de... Il arrive avec les Canadiens dans pas long. Il va finir ça. Il va finir son tour. Là, tu sais quoi? Patrick Kane dans une fin de carrière comme Ilya Kovalchuk à Montréal. Non, mais Patrick Kane pour venir remplacer un autre Patrick si Patrick Laine est blessé. Je lance ça. Tu sais, on va quand même avoir 8,7 millions sur le LTIR qu'on va pouvoir faire puis qu'on va chercher on va essayer de trouver un nouveau Sean Monahan. Là. Ça va être excellent. Ça va être un sujet pour une autre fois. D'ici là, mesdames et messieurs, on vous remercie d'avoir participé à la triple menace cette semaine. Alors que je suis en train de m'étouffer. J'ai l'impression que ça arrive à chaque fucking semaine. Mais ça pour dire, on vous invite encore une fois sur la page Les Superfans des Tigers de Guangdong où vous pourrez interagir avec nous, participer à l'émission ainsi qu'entendre tous nos précédents épisodes. Bien sûr, page TikTok, Instagram et YouTube où vous pourrez écouter nos clips ainsi que segments qu'on va publier en entier. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la triple menace et bonne semaine, bon mois d'octobre.